Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir celle que l'on surnomme la nouvelle star de l'imitation. Ses prouesses vocales impressionnent. Elle est capable d'imiter les plus grandes chanteuses de Céline Dion à Edith Piaf en passant par Véronique Sanson, Ariana Grande et tant d'autres voix exceptionnelles. Les internautes sont conquis. Plus de 387 000 abonnés la suivent sur YouTube, 1,1 million de followers sur TikTok, 432 000 sur Instagram. Elle incarne une jeunesse libre et audacieuse. Son talent révèle une nouvelle génération qui sait utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour se faire connaître et se faire repérer. Mon invité du jour est passé du rêve à la réalité. C'est le nom de son spectacle. Un spectacle produit par Patrick Sébastien, des réseaux sociaux à la scène, de The Voice à l'imitation. On en discute aujourd'hui avec Sarah Schwab. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors on est ici à l'Européen. La devise de ce podcast et ose devenir celui dont tu rêves. Qu'en est-il pour toi en 2023 à l'aube de 2024 ? Les choses se goupillent très très bien depuis ce début d'année. C'est vrai qu'il y a eu une grosse évolution de carrière et je vois vraiment un changement même au niveau des gens qui viennent me voir. Et c'est tellement génial, j'ai tellement hâte d'être en 2024. Et c'est vrai que je suis très très naturelle et moi-même, on va dire, sur scène. Donc ça me fait d'autant plus plaisir que ça marche en étant vraiment moi, malgré toutes ces imitations qui sont finalement un peu un déguisement, mais ouais. Quel genre de petite fille étais-tu ? Oh, j'étais très rêveuse, tout le temps en train de chanter, en train de rigoler, en train de jouer. C'est vrai que j'étais rarement en train de me reposer, vraiment hyper active, presque. Et où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à la campagne, en Meurthe-et-Moselle, près de Longwy. Et tes parents étaient des artistes ? Dans quel genre d'environnement tu as grandi ? Ils n'étaient pas du tout des artistes. Je suis un peu la seule musicienne, artiste, on va dire, de la famille. C'est sorti de je ne sais pas trop où d'ailleurs. Mais c'est vrai que tout le monde a une assez bonne oreille chez moi et une critique très constructive. Donc ça aide beaucoup. Une critique constructive. La musique est ta grande passion. Oui. Tu joues plusieurs instruments, le piano, la guitare, la basse, la batterie, l'accordéon. Ça a commencé comment ? Petite déjà ? Toute petite, ça a commencé par le piano. Mes parents m'avaient offert un tout petit synthé, vraiment minuscule, quand j'avais 3 ans. Et j'entendais la musique et j'essayais de la rejouer en fait sur le petit piano. Et suite à ça, ils m'ont proposé de faire des cours de piano. J'en ai fait pendant 10 ans et j'ai arrêté parce que je détestais le solfège. Et suite à ça, en fait, chaque année, à Noël, j'avais le droit à un nouvel instrument de musique que du coup, j'apprenais à jouer. Et là, j'en ai une bonne dizaine chez moi. Et là, t'avais quel âge ? Quand j'ai arrêté, j'avais du coup 14 ans. Donc, et tu rêvais de quoi à ce moment-là ? Je rêvais de quoi ? Je pense que je rêvais de vivre de la musique. Déjà ? Mais oui, c'était tellement pas possible pour moi parce que je venais vraiment de la campagne. Je connaissais personne qui avait fait une grande carrière dans la musique. Donc c'était vraiment un rêve à ce moment-là. Un rêve. On te connaît aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Ça cartonne sur TikTok. Ton audience est indétrônable. Instagram, YouTube. Ça a commencé comment et quand ? Alors ça a commencé, je me suis mise aux vidéos TikTok en février 2022. Donc ça fait 1 an et demi à peu près. Ok. Et à ce moment-là, je faisais surtout des traductions ou alors des réponses. C'est-à-dire que j'inventais un protagoniste dans une chanson et je le faisais chanter un petit couplet. Et un jour, c'était en mai, j'ai eu envie de faire des imitations. Et c'est parti en fait de là. J'ai essayé pour la première fois de ma vie avec Dalida et avec Vanessa Paradis. Et c'est comme ça que tout est parti. C'est vraiment venu d'un TikTok. Mais j'ai lu quelque part qu'à 12 ans déjà, tu postais des covers sur YouTube. C'est vrai ou c'est pas ? Oui. À 12 ans ? À 12 ans. C'était pas des imitations encore, c'était vraiment juste ma vraie voix. Mais j'ai commencé les imitations quand j'avais 12 ans et 5 jours précisément. Incroyable. Les imitations, les reprises, pardon. Les reprises.
Et ouais, j'avais commencé ma chaîne YouTube avec une vidéo de Adèle, une reprise de Adèle en piano-voix. Et c'est grâce à cette vidéo que j'ai été repérée par les casteurs de The Voice Kids. Et c'est là qu'en fait, tout est parti. C'est venu vraiment des réseaux sociaux. Et à ce moment-là, tes parents en pensaient quoi? Parce qu'Internet, en général, on dit toujours c'est dangereux, ça fait peur, le harcèlement, les personnes malveillantes. Est-ce que tes parents, il y avait ce contrôle ou est-ce que c'est vrai que tu es jeune? Est-ce qu'on peut dire ton âge? Oui, on peut dire mon âge, 23 ans. 23 ans. Donc, c'est vraiment une génération qui a grandi avec Internet. Oui. Du coup, tes parents avaient un regard sur ça? Déjà, ils avaient un rôle très important dans mes réseaux sociaux puisque déjà, j'avais 13 ans, j'étais encore un bébé, 12 ans même. Donc, c'était eux qui m'aidaient à poster, qui m'aidaient à filmer mes vidéos aussi. On passait des heures. Ok, donc des papas plutôt dans le coup, des parents, pardon, papa, maman dans le coup. Ouais, c'est moi qui leur demandais, c'est vraiment venu de moi. D'accord. Et donc, ils ont investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans mes rêves finalement. C'est joli d'entendre ça, des parents qui encadrent et qui soutiennent. D'ailleurs, ils sont encore là ce soir. Ils sont venus me voir à Paris exprès. Que c'est précieux. C'est vraiment, j'ai beaucoup de chance. Mes parents sont un très très gros soutien et je les aime très fort. J'ai besoin d'eux, vraiment. C'est un socle, c'est merveilleux. Donc eux étaient plutôt solidaires dans ce projet. Et à l'école, tes camarades, ils savaient que tu faisais ça? Alors, au départ, en fait, je savais même pas tellement que j'aimais chanter. C'est vraiment venu grâce à cette vidéo et c'est là que j'ai pris conscience que peut-être il y avait quelque chose et que j'avais surtout ce bonheur qui arrivait dès que je chantais et que je soupçonnais pas forcément. Alors quand j'ai posté cette vidéo, personne ne le savait et puis il y a une personne qui est tombée dessus, peut-être 2 semaines après. Et ça a fait en un jour le tour du collège. Tout le monde m'appelait Adèle parce que du coup c'était une reprise d'Adèle. Et les gens étaient très bienveillants au collège. Au lycée, un peu moins, et à la fac, plus du tout. Malheureusement, plus on grandissait, plus c'était compliqué d'aller en cours. Mais, ça fait partie du jeu, comme souvent les artistes, malheureusement, et ça révèle une sacrée singularité. Tu parlais de The Voice Kids, donc tu as été repéré grâce à cette vidéo. Mais lorsque tu la postes, cette vidéo, quelle était ton intention? C'était de te faire repérer ou juste de partager ce que tu aimes faire? La vraie histoire, c'est que j'avais un prof d'anglais que j'adorais. Et en fait, je lui avais parlé de ma passion dans un exposé, de ma passion pour la musique naissante, on va dire. Et je lui ai dit que je voulais lui montrer un petit peu ce que je faisais. Et c'est en fait pour ça que j'ai posté cette vidéo de base. C'était juste pour la montrer à mon prof d'anglais. Il s'avère qu'il ne l'a jamais regardée. Mais d'autres gens, du coup, sont tombés dessus. Donc ça, c'est génial. Et j'ai fini par faire des études pour être prof d'anglais aussi. Donc j'ai l'impression qu'en fait, tout s'est aligné dans ma vie pour ça. Et là, on te repère pour The Voice Kids. Raconte-nous. Ça s'est passé, je pense, en mai, à mon avis, 2012, du coup. C'est ma maman, du coup, qui avait reçu un mail parce que c'était son adresse mail qui était liée. Et on n'y croyait pas parce que The Voice Kids, ça existait L'équipe pas de encore. Bruno Berberet, c'est partout. C'est pas possible, ils sont partout. C'est génial. Et on n'y croyait pas parce que vraiment, on avait vu que The Voice, ça faisait peut-être 2 ans qu'il y avait The Voice. Et finalement, on a fait les tout premiers castings. Et puis, c'était pour la saison 1. Enfin, la toute première saison. Donc, tout nouveau concept. Oui. Une nouvelle émission. Ouais. Un saut dans l'inconnu, alors. Ah bah oui, et surtout que comme j'avais 12 ans, j'aimais bien regarder aussi les autres chanteuses de mon âge sur les réseaux. Et en fait, je me suis retrouvée au casting avec toutes ces filles-là que je regardais, que je suivais. Et je me suis dit, waouh, mais je suis où en fait? Et tu savais à ce moment-là ce que c'était qu'un casting? Oui, je le savais. Je le savais parce que aussi j'ai toujours eu ce côté un peu donner le meilleur de soi-même tout le temps. Donc à ce niveau-là, j'y allais à fond. Mais j'avais pas encore conscience que ça allait donner quelque chose d'aussi énorme derrière. Je pense la télé, tant qu'on l'a pas vécu, c'est vrai qu'on l'imagine pas. Il y a des caméras partout, des gens qui tiennent un micro comme ça tout le temps. Et à 12 ans, il faut avoir une sacrée confiance en soi ou estime de soi. Je ne sais jamais ce qu'il faut dire, mais en tout cas, à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu le trac? Où est-ce que tu as trouvé tes ressources? Est-ce que tu t'es reposé sur ce talent parce que tu en étais sûre? Parce que comme tu dis, face caméra, public, son, même si c'est des enfants, vous êtes dans des sacrées conditions pour l'avoir vécu? Je pense que j'avais vraiment l'insouciance aussi de l'enfant. Donc ça me permettait aussi d'avoir du stress, mais sans pour autant l'avoir comme quand j'ai refait The Voice, par exemple, en étant adulte, où là c'était le jour et la nuit, c'était pas du tout les mêmes échéances et c'était vraiment différent. Mais l'insouciance, tu veux dire par là qu'il n'y avait pas réellement d'enjeu? Tu participais, tu chantais sans réfléchir? Oui, je me disais, j'ai vis un moment cool. Je faisais vraiment abstraction de tout ce qui pouvait arriver par la suite. Et je pense que c'est ce qui a donné ce moment aussi assez spécial quand j'ai fait The Voice Kids, c'est que
moi quand je le regarde maintenant, je me dis oh mais c'est un bébé quoi, je suis là et je suis toute contente avec mon petit piano, mais je sais pas, c'est dingue. Qu'est-ce que tu conseillerais à tous les jeunes, les enfants et ados qui veulent se lancer dans les castings pour réaliser leurs rêves, ceux qui veulent entamer une carrière artistique comme toi et qui rêvent, qui sont au fin fond de la campagne comme tu disais? C'est quoi le truc que tu leur conseillerais? Par où commencer? Quoi faire? Par où commencer? Déjà, croyez en vous. Je pense que la persévérance, c'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui. Parce que si j'avais baissé les bras toutes les fois où ça marchait un peu moins bien, ce serait pas arrivé. Beaucoup de persévérance et surtout, c'est pas parce qu'on réussit pas un truc du premier coup ou qu'on a des lacunes sur un certain truc qu'on peut pas évoluer en travaillant. Moi, au début, quand j'ai commencé à muer, j'avais plein de notes qui sortaient pas. Je me dis ouais, mais j'arrive pas, c'est faux. Et puis finalement, maintenant, j'ai réussi à gagner, je sais pas combien de 2 octaves facilement, quoi. Donc, il faut vraiment travailler. On recevait Gwendal, la Marimoutou, il n'y a pas longtemps, qui nous a parlé de justement ce problème de muet. Donc, ça arrive aux femmes aussi. Oui, c'est plus léger, mais ça arrive. Moi, c'est vrai que j'avais la voix un peu plus... En plus, j'avais des bagues avec des élastiques. Donc, c'est vrai que j'ai en fait compensé ma façon de chanter par la façon dont je mettais ma mâchoire, etc. Donc, quand j'ai enlevé ces bagues et qu'en plus de ça, j'ai mué, ma voix était complètement différente. Et j'ai dû vraiment réapprendre à chanter d'une façon ou d'une autre. Et c'est peut-être ça qui m'a un peu aidée pour les imitations plus tard, je sais pas. Finalement, les difficultés ou les échecs considérés comme des échecs sont souvent, encore une fois, des ressources. Et il faut comprendre que lorsqu'on est chanteuse, c'est ce qu'on entend, ton corps, ta voix, ce sont des instruments de travail. Est-ce que tu as une certaine hygiène de vie? Quelle est 24 heures dans la vie de Sarah, c'est comment? Est-ce que tu fais attention à ta voix, à ton corps? Je fais très attention. Déjà, je dors tout au maximum. Dès que je sens que je suis fatiguée, je dors. Parce que si je suis fatiguée, la voix va être terrible et je risque de me la casser, de tomber malade, etc. Et puis aussi, comme soit je suis en concert, soit je suis chez moi et je fais mes vidéos. Donc en général, je peux pas trop chanter non plus trop tôt parce que j'ai des voisins. Donc ça me permet aussi de pouvoir dormir un peu plus. Et je fais très attention, je me chauffe le matin, je commence pas tout de suite à crier. Je parle pour réveiller un peu tout ça. Je bois beaucoup, de plus en plus. Ça, c'est quelque chose que... Je dois beaucoup travailler sur ça parce que je bois pas beaucoup de base. Donc, et toujours une petite écharpe. Et vraiment, faire attention, ne pas trop y aller. La veille d'un concert, faire attention, ne pas boire d'alcool. Ne pas fumer, bien sûr. C'est plein de petites choses, mais finalement, ça va assez bien avec mon mode de vie, donc c'est pas très gênant. Revenons à cette expérience quand tu as 12 ans, The Voice Kids, et les études dans tout ça. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Tu fais The Voice et tu te dis, ça y est, je me lance, ou tu gardes ta vie de jeune écolière? De toute façon, c'était impératif pour mes parents. Tant que j'avais pas mon diplôme de fac, je pouvais pas me lancer dans la musique. Et j'ai tenu bon d'ailleurs, je suis allée jusqu'au master. Et finalement, ma dernière année de master, j'ai pas pu la passer parce que du coup, j'ai été repérée par Patrick Sébastien. Et je me suis dit, bon là par contre, je peux pas louper cette opportunité, c'est trop dingue. Et donc j'ai dû convaincre surtout ma maman, ça a été difficile. Et c'est comme ça que j'ai arrêté la fac pour me consacrer à la musique. Mais de base, c'était pas envisageable en fait. J'allais y venir justement, raconte-nous la rencontre avec Patrick Sébastien. La rencontre se fait, je pense que ça faisait peut-être 2 semaines que j'avais posté ma première vidéo. Okay. Et lui tombe dessus sur YouTube et il me contacte. Et en fait, tout part de là. Ça part d'un message Instagram avec « Peux-tu m'appeler ?» avec son numéro de téléphone. Alors de là, je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce faux compte? Oui, non, mais il y avait le petit truc validé. Donc c'est vrai que j'étais un peu troublée. Je me dis pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à moi? Enfin, c'est Patrick Sébastien, quoi. Et au bout de 3 secondes, « Salut Sarah !» Ah oui, d'accord, oui, c'est lui. Sa voix est reconnaissable quand même. Et là, j'ai compris. Et en fait, 3 jours après, j'étais dans son bureau à Paris. Et il avait regardé toutes mes vidéos. Incroyable. Et même mes vidéos avec ma vraie voix. Et ça, c'était aussi quelque chose qui l'intéressait. Il m'a proposé de me produire tout de suite. Et il avait déjà une idée de spectacle que je fais d'ailleurs ce soir et que je fais maintenant en tournée. Ce spectacle-là qui est arrivé en 3 jours, seulement en regardant mes vidéos. Du rêve à la réalité. Ouais, du rêve à la réalité. C'est tu connaissais ça. Patrick Sébastien, tu connaissais son travail? Bien sûr. Moi, c'était même la petite tradition à Nouvel An. À chaque fois, on regardait le plus grand cabaret du monde. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à y croire. Encore maintenant, c'est vrai que je me dis, waouh, je suis limite copine avec. On s'appelle, on se voit souvent. C'est très bizarre. Ce n'est pas à toi que je vais raconter qu'il a repéré des gens comme Jean Dujardin. Ah, je sais, oui. Et tant d'autres. Et comment est venue l'idée de monter sur scène? C'est lui qui te l'a
proposé, c'est toi, c'est un travail commun. C'est comment? J'étais déjà montée sur scène d'une façon ou d'une autre grâce à The Voice Kids et à The Voice, parce que j'avais des petits spectacles à droite à gauche quasiment tous les week-ends. Enfin, jusqu'au Covid, bien sûr, parce que ça, c'est un petit peu tout. Voilà. Mais monter sur scène avec des imitations, c'est vrai que c'est un nouveau métier. C'est vraiment très, très différent. Déjà parce que ce que j'ai toujours, c'est qu'une chanson d'imitation, ça vaut 2 heures de chant avec ma vraie voix. Vraiment, c'est au niveau de l'énergie, au niveau du contrôle de la voix, c'est épuisant. Alors justement, les imitations, est-ce un don? Est-ce que ça se travaille? Est-ce que tout le monde peut imiter la voix d'Édith Piaf? Comment ça se prépare? Est-ce que c'est un truc que tu faisais petite déjà? Non, c'est vraiment arrivé par hasard l'année dernière. Je ne sais pas si tout le monde peut imiter. Je pense que c'est surtout un gros travail d'oreille. Il faut avoir une oreille vraiment qui entend tout. Et moi, on m'a dit que j'avais l'oreille absolue. Je pense que c'est ce qui a beaucoup aidé aux imitations. Ouais, c'est vraiment, on entend quelque chose, on l'analyse. C'est un peu comme une autre langue, et puis on la ressort avec notre voix. C'est compliqué. Mais je pense que, voilà, moi, je vois les premières vidéos que j'ai postées et ce que je fais maintenant. En 1 an, c'est le jour et la nuit. Donc, bien sûr, tout le monde peut peut-être avoir des petites imitations quand même à droite à gauche en travaillant beaucoup. Du rêve à la réalité, tu te rends compte que tant d'artistes rêvent d'être repérés, d'être produits. Revenons aux réseaux sociaux. C'est comme ça que tu nous racontes que tu t'es fait repérer pour The Voice Kids, que tu t'es fait repérer par Patrick Sébastien. Tu cartonnes sur Instagram et TikTok. C'est quoi la recette pour réussir sur TikTok? Est-ce que ça se travaille? Est-ce que ça se réfléchit? Est-ce que... Ouais, ça se réfléchit. Moi, j'avais, quand j'ai commencé les vidéos TikTok, j'avais vraiment mon emploi du temps avec, on va dire, des vidéos stratégiques par jour. Je sais qu'il y avait certains jours où les gens étaient plus actifs, un certain profil de personnes. J'essayais de poster par rapport à l'âge des gens. Mais ça, tu t'es formée à ça ou tu l'as fait? J'ai analysé les profils des gens, j'ai analysé plein de choses. Et c'est comme ça que tout est venu. Et surtout, j'ai posté tous les jours. T'as posté tous les jours? Pendant 1 mois, j'ai posté tous les jours. Et au départ, je faisais 1000 vues. Après, j'ai commencé à faire 2000 vues, jusqu'au jour où j'ai une vidéo qui a fait 150 000 vues en 24 heures. Et là, j'ai dit, ça y est, ça a été envoyé à suffisamment de gens. TikTok me propose, donc je vais pouvoir vraiment mettre le contenu que je veux. Et puis, c'est comme ça que ça allait très, 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 très vite. Et qu'en 1 an, je suis passée du coup de 1000 abonnés à 1,2 million presque. Donc, finalement, ta recette à toi, c'est d'avoir observé, analysé, travaillé et tout ça toute seule. Les vidéos que tu postes, c'est entièrement toi qui les fais? C'est entièrement moi. C'est un travail incroyable. C'est un travail qui me prend toute ma journée. La moindre vidéo, c'est au minimum 5 heures facilement. Parce qu'après, je fais aussi le clip et puis il faut que je colle la voix sur l'image, que je fasse en sorte que le son soit bon aussi. Enfin, c'est très, très compliqué. Très compliqué. Mais j'adore faire ça. Vraiment, quand je poste une vidéo, je me sens bien. Je me sens fière et complète. Donc, tu as étudié l'algorithme carrément? Oh, à l'époque, oui. Mais l'algorithme me surprend de jour en jour. C'est vrai que ça devient compliqué. TikTok, ça change beaucoup. Donc, il faut toujours se renouveler, je pense. Pour fidéliser sa communauté, d'après toi, il faut toujours se renouveler? Toujours se renouveler et essayer d'être quand même souvent en interaction avec eux. Moi, ce que j'aime faire, c'est répondre à des commentaires. Par exemple, tu peux faire chanter Céline Dion sur une chanson paillarde, et ben hop, je l'ai fait. Ou alors, tu peux faire chanter plusieurs chanteuses sur une chanson de Mylène Farmer, je l'ai fait. Donc voilà, c'est prendre en considération les commentaires des gens, y répondre et ouais, essayer toujours de faire du contenu intéressant et qui accroche tout de suite. Lorsqu'on t'écoute, Sarah Schwab, tout semble facile, tout semble... Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta carrière où tu as eu des grands moments de doute, où tu as dit c'est pas pour moi, je vais tout lâcher, je vais vaciller? C'est encore un peu tôt parce que du coup ma carrière est fraîche, ça fait que 1 an. Donc pour l'instant, je profite de chaque moment et je suis très très fière et je me sens privilégiée d'avoir cette chance-là parce que je sais que beaucoup rêveraient d'avoir des opportunités pareilles. Donc voilà, je chéris chaque moment. Après des doutes, j'en ai tout le temps bien sûr, mais voilà, je me dis que le plus beau cadeau, c'est de voir les gens qui se déplacent pour venir me voir et qui me parlent après pour m'expliquer ce qu'ils ont ressenti. Et je me dis, non, finalement, je suis peut-être faite pour ça et j'ai pas à avoir de doute, ça sert à rien. C'est étonnant que tu parles d'1 an puisque tu as fait The Voice Kids et tu as même fait The Voice
adulte Oui. après. Donc finalement, que tu es médiatisée et que tu existes sur les réseaux sociaux qui sont une toile, Oui. ça fait quand même de nombreuses années que tu es exposée. Cette exposition, justement, comment tu la vis? Est-ce que tu aimes la relation au public? Est-ce que je ne sais pas si parfois tu as des mauvais commentaires? Oh oui. Comment justement, c'est intéressant, comment tu vis cette relation au public? Parce Internet peut être si violent. Ah oui. Qu'en est-il pour toi? Oh, je fais abstraction de ça. Je pense que j'ai quand même 98%, on va dire, de bienveillance pure et dure. Et ça fait vraiment du bien. Après, j'ai toujours des commentaires pas sympas, mais bon, ça, j'essaye de les utiliser à bon escient. On va dire que quand j'en ai suffisamment, je fais une petite vidéo en répondant de façon un peu humoristique avec des imitations qui leur est dédiée. Mais non, j'essaye vraiment de faire abstraction de ça. Et je pense que si on veut continuer à poster sur les réseaux, il faut pas lire ces commentaires-là parce que on peut vite être, des fois, il y a des choses vraiment violentes. Hein, donc, faut pas regarder ça. Il faut se concentrer sur le positif. Et écouter les critiques constructives aussi parce qu'on peut critiquer sans pour autant être considéré comme un hater. Il y a une façon entre ne pas aimer ou juste conseiller quelque chose et insulter. Là, c'est bien sûr ça c'est irrelevance, comme on dit en français. Je sais plus. Je ne sais plus. Alors, du coup, tu as fait The Voice adulte. Oui. Qu'y a-t-il en commun entre The Voice Kids et The Voice adulte, à part le nom? J'allais dire le nom. Bah, tout, finalement, tout est pareil. Tu as vécu comment cette deuxième expérience en très étant bien. Adulte? Bah, c'était différent parce que je voulais vraiment boucler la boucle, on va dire. Et ça, c'est vrai que c'est une déception que j'ai eue, c'est de ne pas pouvoir passer au-delà des battles. Donc, c'est là où je m'étais arrêtée à The Voice Kids. Ça, c'est dommage, mais c'est vrai que je l'ai vécu différemment déjà parce que j'étais adulte et que j'avais eu le temps on va dire, de former ma voix, de faire mes vidéos sur les réseaux sociaux. Encore une fois, on est venu te chercher? Oui. Encore une fois. Ouais. Tu te rends compte quand même? Moi qui non, j'ai eu beaucoup de chance, des artistes, mais la chance, elle se crée. Mais j'avais postulé 2 années avant et ils m'avaient pas prise parce que c'était encore trop tôt. Et j'étais pas encore assez mûre, donc comme quoi, il faut persévérer une fois de plus. Ouais. C'est très intéressant. Parfois, le casting ne tombe pas au bon moment. C'est ça. Et ce n'est pas un échec. C'est vraiment juste ça. C'est une question de temps, le bon moment, la bonne chanson, le bon vécu. C'est un alignement de tout. Tu le dis souvent, cet alignement et cette synchronicité. Mais parce que tout le monde me le dit, et finalement, je me rends compte que c'est peut-être vrai. Parce que vraiment, tout est logique et tout se connecte. Je sais pas. C'est bizarre, c'est le destin. Quel souvenir tu gardes donc de The Voice? Un très bon souvenir. Un très bon souvenir. Oui. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Encore de la médiatisation? Oui, ça m'a apporté de la médiatisation, bien sûr. Et ça m'a apporté aussi des amis incroyables, des gens qui partagent la même passion que moi et que je revois encore maintenant. Là, hier, par exemple, j'étais avec Jacob, qui est dans la comédie musicale Je vais t'aimer. Et on s'était vus à The Voice dans tous les castings. Et on a fait l'émission ensemble. Et on se revoit. Et je suis à chaque fois tellement heureuse de les revoir. C'est génial. Tu es jusqu'au 20 décembre à l'Européen. Et oui. L'imitation, question. Est-ce que tu n'as pas peur qu'on t'enferme dans la case imitation? Non. Est-ce que lorsqu'on fait des imitations, on peut poursuivre sa carrière de chanteuse? Alors, tous les imitateurs, j'en sais rien. Moi, je mets un point d'honneur justement depuis le début à garder ma vraie voix, à la mettre très souvent sur les réseaux sociaux et surtout à la mettre dans mon spectacle. C'est très important pour moi parce que avant d'être imitatrice, j'ai été chanteuse et je le suis encore et je me considère encore comme une chanteuse. Donc, je pense pas qu'on puisse m'enfermer dans cette case-là. Donc, non. Tu vas encore nous offrir des projets solo? Ah ben, je l'espère bien, oui. Tes chansons à toi? Ouais, j'adorerais, ouais. En quelques mots, explique-moi, raconte-nous, le spectacle, on l'a vu ici avec mon équipe et on était absolument subjugués. En 2 phrases, raconte-nous du rêve à la réalité ton spectacle. Ouais, c'est l'histoire d'une jeune fille dans sa chambre qui rêve de devenir une grande chanteuse alors qui les imite. Et voilà, il y aura des petits intervenants par-ci par-là. Il y a un voisin qui toque souvent parce que je chante un petit peu trop fort. Et puis, il y a ma maman aussi qui me conseille certaines chansons, etc. Donc, ouais, c'est ma vie en fait. Ne serait-il pas question de ta propre histoire? Complètement. Sarah, pour finir, que dirais-tu à la petite Sarah? Oh là là. J'aurais trop de choses à lui dire. Ça prendrait beaucoup trop de temps, je pense. Mais je dirais merci de ne pas avoir baissé les bras. Et d'être toujours là assez souvent parce que c'est vrai que j'ai pas tant changé que ça.
Et heureusement, c'est ce qui me permet aussi de garder un peu les pieds sur terre et de garder, on va dire, cette insouciance et d'y aller vraiment, de prendre le positif et de kiffer mon moment. Kiffer son moment. C'est ça. Merci Sarah pour ce délicieux Merci moment. Et on vous laisse aller sur scène dans quelques minutes. Bravo et merci.